Merci de nous recevoir chez vous à l'heure donc de Éco Jeunes. Comment préparer la nouvelle année et la réussir, c'est l'interrogation du jour. Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Sissi Yao Sefia Menou. Il est conseiller de jeunesse, consultant, administrateur de l'action sociale et culturelle. Il est également spécialiste en gestion de projets et de la promotion des civils dans les opérations de maintien de la paix. Vous comprenez donc que c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc pour donc parler donc de ce sujet. Merci Monsieur Monsieur Sissi, plutôt donc de répondre à notre invitation aujourd'hui. Merci Coco, c'est plutôt à moi de vous dire merci. Alors nous sommes à quelques jours de la fin d'année et très souvent partout ça commence peut-être avec des bilans. Comment est-ce qu'on a passé l'année? Et j'ai bien envie donc de faire cet exercice avec vous. Comment est-ce que vous avez passé votre année 2023? A priori, je pourrais dire que jusqu'à présent, la grâce a surabondé et, comme le disent certains, l'Éternel nous a secourus. Et tant bien que mal, c'est les vivants qui espèrent. Et donc, quand tu quittes la vie vers le trépas, c'est que c'est bouclé. Aujourd'hui, nous avons le souffle de vie, donc nous avons la grâce de pouvoir continuer par espérer, quels que soient les défis, les challenges. Et je pourrais dire que cette année a été une année assez challengeante, une année également passionnante, où nous avons pu découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux talents, nous avons pu découvrir de nouvelles connexions, nous avons pu nous essayer à faire de nouvelles choses et en même temps à confirmer que nous avons peut-être de la maîtrise ou de l'expertise dans d'autres domaines et en même temps reconnaître également qu'il y a certaines difficultés, que nous avons de petites faiblesses, qu'il faut corriger, sur lesquelles il faut travailler pour inverser la tendance. Et voilà. Donc on peut dire a priori que tant que l'on vit, on continue par espérer. Voilà. Alors je comprends par là, Monsieur Sissi, que votre année a été assez riche, une année assez riche, remplie donc de beaucoup de défis et en même temps aussi d'opportunités. Alors quand nous parlons de comment préparer la nouvelle année, je pense que c'est l'un des grands défis pour chacun d'entre nous à la fin de chaque année. Mais je vous la pose tout de suite avant de commencer par préparer. Il faut boucler l'année qui vient de passer. Comment boucler son année antérieure avant de songer à entamer la nouvelle? D'accord, merci pour la question. Comme tu l'as dit, en fait, la nouvelle année, elle se prépare toujours en deux étapes, où il faut faire une sorte de rétrospective de tout ce qui s'est passé, de faire une sorte de bilan, comme on a l'habitude de le dire. Donc, c'est une réflexion sur l'année écoulée qui est assez importante. Donc, elle tend vers la clôture. Donc, probablement, on doit faire le bilan. Et ce bilan se résume en 3 ou 4 étapes, où il s'agit d'abord de réfléchir sur les résultats et les succès, ou les accomplissements que l'on a obtenus. Donc ça veut dire qu'il faut prendre un cahier ou un bic et noter de façon méticuleuse tous les succès que vous avez obtenus au cours de l'année. Et bien évidemment, je pense que je reviens d'abord sur le bémol parce que il y a une chose, si vous n'avez pas planifié, a priori, vous avez beaucoup de chances d'évaluer. Et donc ça veut dire qu'on part sur le principe selon lequel, par rapport à ma réponse, une personne qui a planifié son année antérieure, et donc elle est en face de quelques jours de la fin de l'année. Donc en ce moment, elle reprend son planning et commence par maintenant faire, comme on dit, des achievements. Donc je dis que les accomplissements que tu as obtenus, donc tu fais une liste des succès et des accomplissements. Ensuite, tu analyses également les difficultés et les leçons apprises. Parce que comme on le dit, les gens disent la vie est un long fleuve tranquille, mais c'est pas évident, c'est un fleuve sur lequel il y a des bosses, etc. Donc, quand vous analysez vos succès, vous analysez en même temps, entre guillemets, les échecs, et vous faites en même temps, comment on appelle ça, vous sortez les leçons apprises. Qu'est-ce que vous avez appris de ces échecs, même des succès? Comment vous avez fait normalement pour réussir ou pour pouvoir avoir ces accomplissements? Ensuite, vous faites quelque chose de très important que l'on n'a pas l'habitude de faire. Vous faites le deuil des échecs et des déceptions. Et donc, comme on a l'habitude de le voir dans les films, on dit voilà, on va enterrer ta vie de jeune garçon, ta vie de jeune fille, etc. pour que tu entres dans le mariage. C'est de cette même manière-là que vous devez prendre vos échecs. C'est comme vous les notez quelque part
et vous les enterrez. Vous dites ça, c'est un acte, entre guillemets, pour certains, ils disent que c'est un acte prophétique, mais cela va également dans la programmation neurolinguistique où tu déclares que ces échecs-là, je ne veux plus les voir. Okay. Bon, avant de déclarer, il faut que tu prennes conscience que tu as échoué sur le parcours par rapport à certaines choses. Et ça rentre également dans ce qu'on appelle les leçons apprises. Ensuite, quand tu fais le deuil, c'est qu'il faut arriver à accepter que l'échec est un processus d'apprentissage. Donc tu ne prends pas ça comme quelque chose de fatal, mais tu prends ça plutôt comme si c'était un processus indéniable par lequel il faut passer. Comme j'ai l'habitude de dire à des jeunes avec qui je suis, l'or pour être puits passe par le feu. Donc vous voyez, aujourd'hui on dit l'or il a 22 carats, tout le monde est content, il a un prix assez élevé, mais l'or brut n'a aucune valeur. Quand vous le regardez, ça ne vous attire même pas. Donc ça veut dire que c'est passé par des étapes. Et le feu, ça ne fait pas forcément du bien. Le feu peut brûler, le feu peut te blesser, etc. Donc un peu comme ça, nos étapes de la vie ou les séquences de l'année doivent être également évaluées dans ce sens. Et ensuite, dans toujours le deuil, il y a aussi un acte important à faire, c'est de laisser aller les regrets et se concentrer sur l'avenir. C'est ce qui est assez important parce que, comme je l'ai dit à l'introduction, une fois que nous avons encore le souffle de vie, nous avons encore beaucoup de chances de pouvoir nous projeter dans l'avenir. Donc, on laisse aller les regrets. Parce que les échecs, forcément, ça vient avec des déceptions. C'est peut-être, comme les jeunes ont l'habitude de le dire, peut-être tu as traversé un goumin, par exemple. Ça fait partie des échecs. Mais ça fait partie aussi des leçons apprises. Donc cela te permettra, quand tu rentreras peut-être dans une nouvelle relation, de faire extrêmement attention. Donc il faut arriver à laisser partir les regrets et se projeter sur l'avenir. Tu dis, ok, ça c'est une étape par laquelle je suis passé, elle n'a pas été reluisante, elle n'a pas forcément marché. Cela ne veut pas pour autant dire que je ne réussirai pas dans le domaine. Ça veut dire qu'il faut juste que je fasse marche arrière, que je regarde un peu, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Et donc, je me projette à l'avenir. Mon objectif, c'est... Donc, en voulant faire la nouvelle planification, forcément, on partira forcément des échecs ou des déceptions. C'est-à-dire que c'est sur ça qu'on établira son plan en disant je n'échouerai plus. Et si je n'échouerai plus, ça veut dire que je mettrai des stratégies en place. Donc, dans l'évaluation, c'est ce qu'il faut pouvoir faire. Et une autre étape assez importante, c'est d'exprimer sa gratitude. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, vous avez traversé des étapes, des expériences, des situations normales, anormales, etc. tout au long de l'année. Vous avez eu des hauts et des bas, comme on a toujours l'habitude de le dire. Mais il faut arriver à être reconnaissant. En fait. Donc, d'abord, reconnaissant en faisant la liste des événements pour lesquels vous êtes reconnaissant ou des personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc, vous reconnaissez que telle personne est entrée dans votre vie et a agi positivement. Vous reconnaissez également que cette personne est entrée dans votre vie et vous a appris des leçons. Donc, c'est-à-dire que ce soit sur le plan négatif ou positif, vous devez être reconnaissant. Et ensuite, vous devez arriver à exprimer votre gratitude aux personnes qui vous ont réellement soutenu. Ça peut être financièrement, ça peut être par un conseil, ça peut être par une orientation, ça peut être par un seul mot, parce que n'oubliez pas, un mot qu'on chuchote dans ton oreille peut changer directement ta vision. Donc, il faut reconnaître cela. C'est de cette manière-là que la nature vous renvoie encore peut-être d'autres personnes. Les gens ont l'habitude de dire, vous devez croiser des personnes qui sont... des personnes qui doivent influencer ou influer sur votre destinée. Lorsque vous rencontrez ces genres de personnes et vous êtes conscient que vous avez rencontré ces gens, il faut être reconnaissant envers ces personnes. Et donc, c'est un peu le bilan qu'on fait avant de commencer par entrevoir la nouvelle année. Donc, en faisant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Quelles sont les personnes ou les événements qui m'ont aidé à pouvoir atteindre les résultats. Parce que vous n'avez pas atteint les résultats parce que vous êtes un magicien, mais c'est parce qu'il y a des pions sur votre chemin, des personnes ou des événements, des individus qui ont favorisé le fait que vous puissiez réussir, comme favoriser le fait que vous puissiez ne pas réussir. Donc, vous prenez tout du bon côté. Et vous prenez la vie toujours du bon côté et vous vous dites, tant que nous vivons, l'espoir est toujours perdu. Donc un peu de façon ramassée, l'exercice de bilan que nous devons arriver à faire
avant d'y aller. Maintenant, je reprécise, même si vous n'avez pas un plan établi par rapport à votre année, par rapport à vos objectifs, vous pouvez aussi faire cet exercice parce que vous pouvez au moins, vous avez le devoir au moins de pouvoir faire le bilan de tout ce qui vous est arrivé. Ça veut dire que ça vous est tombé dessus parce que vous ne l'avez pas planifié, mais c'est l'occasion maintenant de dire il y a des situations qui me sont tombées dessus. Qui ne sont pas forcément favorables pour moi. D'autres me sont tombés dessus, ce sont des bénédictions. Peut-être si j'étais plus préparé, les bénédictions que j'ai eues devaient être encore plus profitables. Et peut-être si j'étais mieux préparé, les situations normales qui tomberaient sur moi seraient encore mieux gérées, mieux ressenties, etc. Voilà. Alors merci Monsieur Sissi pour tous ces éclaircissements donc liés à la préparation, d'abord au bilan qu'il faut faire en fin d'année. Alors on va voir vraiment si j'ai pu retenir la leçon, parce que si je retiens la leçon, alors tous les téléspectateurs également retiendront nécessairement donc cette leçon. Alors a priori, tout commence donc par la planification, c'est-à-dire qu'on aurait déjà planifié son année et à la fin de cette année, il faut donc aller à l'évaluation, il faut évaluer les réussites, les échecs, la gratitude vis-à-vis donc des personnes qui nous ont plus ou moins apporté en plus, sinon aussi qui ont concouru à ce que nous puissions pas réussir dans cette année et peut-être savoir comment sur cette base reprendre la nouvelle année. C'est bien ça. Absolument. Alors, je retiens que toute année commence déjà par une planification, c'est bien ça. Absolument. Alors, ma question c'est quelle est l'importance de la planification, si tel est que c'est le premier élément dans la construction du plan d'une année? Merci pour la question. Je vais me mettre à citer quelques proverbes parce que je les aime bien. C'est sûr que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Qui veut aller loin ménage ta monture. Ça, on l'a écouté depuis le primaire, etc. Mais il y a Sénèque, un penseur antique grec, qui dit « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Donc ça veut dire que de toutes les façons, de toutes les manières, la vie ressemble à un bateau qui se trouve sur un océan. Mais on a besoin d'un gouvernail, on a besoin d'un plan, on a besoin d'une direction, on a besoin d'une vision pour pouvoir y aller. Ça veut dire que vous devez vous préparer. Et ne conduisez pas un bateau qui veut le conduire. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas un commandant, vous devez apprendre à tenir les rênes de votre vie parce que vous êtes le seul maestro, comme on le dit. Vous êtes le seul maître et vous êtes la seule personne qui peut décider d'insuffler une dynamique ou de créer un chamboulement. Donc ça veut dire que tout est dans vos mains. Comme le dit si bien Kérosène, c'est dans tes mains. Ça veut dire que tout est dans tes mains en fait. Donc ça veut dire que la planification est l'élément de base. C'est-à-dire que c'est le socle même. Et dans toute étape de la vie, que ce soit que vous planifiez votre année ou pas. Par exemple, si vous décidez de faire des études, vous devez vous projeter. Ok, ces études-là, j'ai peut-être 18 matières, etc. Comment je me planifie pour pouvoir valider les 18? Ça veut dire que ce n'est pas, vous n'allez pas pour que les choses vous tombent dessus. Vous savez déjà que vous avez 18 matières. Vous savez que voilà, vous travaillez, vous allez à la formation de lundi à samedi. Ça veut dire que vous n'avez que le dimanche. Vous avez samedi après-midi. Donc vous devez vous calquer. Vous avez des loisirs, vous avez des activités en off, etc. Donc ça veut dire que vous devez mettre tout ça là sur papier et commencer par voir, je mets combien de temps par ici, je mets combien de temps par là. Par rapport aux matières dans lesquelles je me sens plus à l'aise, ça veut dire que je ne vais pas mettre beaucoup d'énergie. Mais celles dans lesquelles je n'arrive pas à m'en sortir facilement, peut-être il faut que je redouble d'efforts, etc. Donc, vous mettez tout ça là, comme sur un tableau. Souvent, les gens parlent de tableau de bord. Le tableau de bord, c'est pas forcément dans un projet, mais on peut aller de façon basique en disant la vie est un projet. Ça veut dire que l'année est également une projection. Voilà, donc la planification est l'élément central qui est le déclic même du fait que vous puissiez réussir ou moins réussir. Je ne dirais pas d'échouer parce que on va prendre ça de façon positive. Comme je l'ai dit, il faut voir la vie du bon côté. Même si tout ce que vous avez planifié, ok, je vais voyager, je vais danser, je vais me marier, je vais travailler, je vais faire ci. Même si sur les 5 choses que vous avez planifiées, vous n'avez pu que réaliser une chose, ça ne veut pas forcément dire un échec. Peut-être la seule chose là vaut peut-être les 4 autres qui n'ont pas été a priori réalisées. Voilà, donc on viendra à ça de façon plus pratique, mais la planification reste l'élément central ou moteur qui doit nous motiver. C'est ça qui nous tient en fait. C'est ça qui fait que lorsque vous avancez, peut-être
vous avez dit à quelqu'un, voilà, d'ici à décembre, mais vous arrivez à juin, vous devez vous arrêter et réfléchir. Ah, mais attends, il reste 6 mois. Voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Est-ce que peut-être j'étais en train de courir à 50 km à l'heure? Est-ce qu'il ne faut pas aller à 200 km à l'heure dans ma course? Donc ça veut dire que vous devez pouvoir, c'est dans le processus de planification qu'on le fait. Voilà. Alors, si tel est que la planification est fondamentale dans la réussite de son année, ma question c'est comment la planifier, comment planifier son année, et si peut-être on peut partir sur des exemples concrets pour aider nos téléspectateurs à comprendre véritablement comment planifier son année. D'accord, comme je l'ai dit, on planifie son année sur la base du bilan qu'on a obtenu. Et donc, c'est comme un projet simple qu'on est en train de mettre en œuvre. Ça veut dire que vous partez sur la base de... J'avais prévu l'année 2023 de faire ça, 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 ça. Et j'ai priorisé en tenant compte de l'importance des objectifs que je veux atteindre. Okay. Voilà. Je suis arrivé en juin, j'ai essayé de faire une sorte d'évaluation à mi-parcours de l'année. Je me suis rendu compte que sur les 10, je suis à 4. Ça veut dire que, a priori, peut-être je n'ai pas encore atteint. Donc, j'ai redoublé d'efforts, j'ai changé de stratégie, etc. Actuellement, je suis à 8, mais je suis à 3 semaines de la fin de l'année. Donc, ce n'est pas forcément évident que je puisse atteindre les 10 sur 10. D'accord. Donc, la planification part sur la base de tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que c'est en prenant le passé qu'on arrive à se projeter dans le futur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous lever ex nihilo, vous tomber du... Non, non, non. Vous partez sur quelque chose qui est déjà existant. Et c'est sur cette base-là que vous allez vers ce qui n'existe pas encore, en fait. Parce que vous êtes en train de vous projeter. Et donc, vous vous projetez en se disant... Ok, si Dieu nous prête vie, parce qu'à priori, vous n'êtes pas le détenteur de... D'ailleurs, vous vous projetez, mais vous n'êtes pas le détenteur. Donc, on se projette en partant sur la base de... Voilà, c'est comme tu te dis, ok, je me marierai de façon pratique. Je vais me marier. Mais il y a des préalables pour le mariage. Ça, tout dépend aussi de ton obédience. Peut-être si tu es musulman, il y a des préalables. Si tu es chrétien, il y a même parmi les chrétiens, tu peux être catholique, évangélique, Assemblée de Dieu, presbytérien, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des étapes. D'accord, je veux me marier, ça veut dire qu'il faut faire le premier pas, peut-être faire la dot, faire le mariage civil. Bon, si tu veux, tu fais le mariage religieux. Ça veut dire que dans le mariage, là, il y a 4 étapes. Donc, maintenant, tu arrives à la fin de l'année, tu te dis, ok, dans le mariage, j'ai fait 3 sur 4. Donc, ça veut dire que ce qui reste, peut-être c'est le mariage religieux, etc. Donc, tu regardes un peu tout ce que tu as fait. Tu te dis, ok, donc, dans les 3 premiers mois de l'année, c'est de clouer, c'est-à-dire que d'enfoncer le clou. C'est-à-dire que j'ai déjà réussi les 3 sous-étapes de l'étape du mariage. Dans les 3 premiers mois de l'année, je me projette en disant, je souhaiterais vraiment finir avec le processus de mariage est bouclé. Donc tu vois, c'est comme ça seulement qu'on arrive. Donc je dis que vous ne pouvez pas vous lever juste en disant balayer du revers de la main tout ce qui s'est passé. Et cela rejoint ce proverbe qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc ça veut dire que on n'invente rien. Et comme on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est cyclique et en philosophie nous avons vu, c'est un perpétuel recommencement, mais avec de nouvelles stratégies, avec de nouvelles ambitions, avec de nouvelles envies. Donc ça veut dire, vous avez prévu faire un mariage en invitant 200 personnes. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez fait déjà 3 étapes, il reste une étape. Dans la nouvelle année, vous pouvez vous dire, ok, parce que je n'ai pas fait, si je vois maintenant plus grand, ok, j'irai à 500 invités. Ça veut dire que votre plan du début, on ne peut pas dire qu'il n'a pas forcément réussi, mais vous le recalibrez, vous lui redonnez de nouvelles raisons d'être encore plus percutant. Voilà, donc c'est un peu de façon plus pratique ce qu'il faut faire. D'accord, monsieur. Si vous pouvez reconnaître également avec moi que la plupart des temps, souvent peut-être on démarre une année sans forcément avoir un plan. Peut-être qu'on rêve, cette année, comme vous venez de dire, je vais me marier, je vais avoir un travail, je vais peut-être avoir ma toute première voiture avec un salaire de 500 000. C'est-à-dire qu'on est dans des rêves, dans des spéculations également, au point où à la fin de l'année, finalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'on s'était dit. Bon, on se dit que bon, Dieu a fait grâce, l'année est finie, on retombe dans la nouvelle année. Ce que je voudrais vraiment savoir, quand nous voulons entamer une nouvelle année,
partons sur la base selon laquelle je ne sais pas planifier. Je n'ai aucune notion de la planification. Et j'ai peut-être passé toutes les années antérieures sur la base des rêves, des suppositions, des désirs, etc. Je veux maintenant planifier mon année. Okay. À partir de ce moment, qu'est-ce que je fais vraiment? Est-ce qu'il faut définir des choses en objectif? Comment ça se passe de façon très concrète? D'accord. De façon très concrète, je pense que il faut s'adonner à cet exercice obligatoire. Vous vous asseyez. Ok. Vous prenez un cahier, un bic, une feuille, etc. En tout cas, des outils qui vous permettent de pouvoir noter vos rêves, en fait. Okay. Parce que le rêve est bien, mais il faut pouvoir le noter pour ne pas l'oublier. Tu vois, quand on rentre dans le concept même des études bibliques, tu vois, on parle des chroniques, en fait. C'est relater des histoires pour qu'on n'oublie pas. Donc, vous devez pouvoir noter certaines choses de façon bien précise. Donc, vous commencez d'abord par établir des objectifs. Ok, tout part de là. Tout part de là. D'accord. Cette année, je veux faire ci, ça. C'est-à-dire, notez tout. Vous notez tout. Vous tout ce que je veux, tout ce que je voudrais faire dans le compte de cette année. Vous notez tout. Ok. C'est ce que vous mettez dans l'objectif. Oui, vous notez tout ça là et c'est des objectifs à atteindre. Okay. Maintenant, vous revenez de façon plus pratique en disant, ok, j'ai dit que je vais acheter une voiture. D'accord. Admettons que c'est le premier objectif. C'est le premier objectif, d'accord. M'acheter une voiture, par exemple. Donc, vous devez commencer par réfléchir sur ça. Qu'est-ce que je dois faire pour acheter une voiture? J'ai besoin de quoi? Ok. Et quand? Etc. Donc, vous reprenez l'objectif et vous le rendez smart maintenant. C'est-à-dire que d'accord. Vous dites, d'ici à juin 2024, j'achèterai une voiture de marque. C'est-à-dire que vous devez maintenant commencer. Vous avez dit voiture, mais vous devez maintenant préciser. La précision. C'est une Volkswagen, vous voulez? Ok. C'est une Toyota, vous voulez? C'est si important? C'est important. Les détails. Les détails, parce que, bon, quelqu'un dit que le diable se cache dans les détails. Ok. C'est important parce que c'est ça qui va orienter la stratégie. Donc, on dit que si vous dites que vous voulez acheter une Range Rover, ce n'est pas Toyota, ce n'est pas peut-être les efforts, la marque Opel pour pouvoir atteindre cette marque de voiture justement sont différents. Ouais. Donc si vous dites que vous voulez acheter une Toyota Yaris, peut-être vous précisez année 2000, je ne sais pas, 20. Ça veut dire que tout dépend aussi du dédouanement. Donc ça veut dire que vous prenez des informations sur tout ça là. Super. Et vous dites, voilà, je veux d'ici à juin 2024 acheter une voiture Toyota Yaris. Et vous précisez la couleur. C'est-à-dire que tout dépend, c'est ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas parce que vous voulez acheter une voiture que vous allez tomber sur n'importe quelle voiture. Là, si vous aimez la couleur bleue, vous aimez la couleur grise, vous précisez le bleu ou gris. Ok. Alors, prenons mon exemple. Je prends, je ne sais pas, juin 2024. Ouais. Range Rover, couleur blanche. Ouais. Ok, c'est bon. Donc, quand vous dites Range Rover couleur temps, d'abord, vous devez aller chercher le prix de la Range Rover. Super. Ensuite, quand vous avez le prix, c'est le prix que vous regardez, mais vous revenez de façon plus pratique en disant qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir rassembler l'argent là. Okay. Donc c'est que ça ne doit pas venir de lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas bon genre dire si on rêve cette année je vais avoir une voiture etc. Et on est là et on peut-être excusez-moi l'expression on commence pas à prier en attendant cette voiture. Ce n'est pas ça. On se pose la question de savoir qu'est-ce que je dois faire. Il faut prier. Je suis d'accord. Je vais revenir sur ça. Quand vous prenez Proverbe 16 verset 3, la Bible est claire. La Bible te demande de venir confier tes projets. Ça veut dire que ce n'est pas de l'hypothèse. Tu as le projet et tu le confies à Dieu. Dit confiez vos projets à l'Éternel et vos projets réussiront. Okay. Ça veut dire que avant de venir demander ou de venir prier, c'est que tu sais exactement ce que tu veux. Ce n'est pas bon Dieu donne-moi une voiture. Non. Ben, écoute, Dieu peut te donner les vieilles voitures. Tu vois, c'est en forme de crapaud. Tu as dit de te donner une voiture, tu n'as pas précisé la voiture. Donc si tu dis, tu dois pouvoir préciser, revenir, dire quel est le montant. On dit quoi? On dit peut-être la Range Rover à 22 millions. Ok. Donc tu réfléchis. Peut-être j'ai un travail. Mais si je dois tenir compte de mon salaire, peut-être je n'arriverai pas. Donc est-ce qu'il faut que je crée une entreprise? Peut-être tu commences par réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, puisque les entreprises sont des réponses à des problèmes. Donc quelle solution je veux apporter? Est-ce que ma solution, voilà, on parle là de start-up, etc. Est-ce que ma solution va créer le déclic pour que je puisse avoir des entreprises? Ça veut dire que vous faites des simulations avant vous faites tout ça là. Donc peut-être
en faisant tout ça, ça peut te pousser à revenir sur ton objectif. C'est-à-dire que à reformuler ton objectif. Parce que tu te dis, là, il me faut avoir une poitrine d'éléphant pour faire si. Ok, d'accord, je me contente peut-être d'une Toyota Drogba, par exemple, pour le moment. Mais je me dis que d'ici à 10 ans, tu vois, ça c'est maintenant carrément une projection assez lointaine. Je dis que c'est une question de, tu te prépares. Ok, je commence avec une Toyota Drogba, j'arrive à éviter la pluie, le soleil, etc. Mais je travaille de sorte à pouvoir atteindre ma Range Rover, parce que mon rêve, c'est pouvoir être dans une Range Rover. Voilà. Alors c'est aussi important d'être réaliste dans ces objectifs. Dans la projection, oui. En plus, tu n'as pas précisé quel genre de Range Rover tu veux. Tu veux une Range Rover neuve ou une Range Bien Rover sûr, naturellement. Tu vois, une Range Rover neuve. Justement, donc tu vois, tous ces paramètres-là doivent compter pour ça doit être défini très clairement. De façon précise. Donc ça veut dire que quand tu finis d'établir, tu réfléchis sur... Donc ça veut dire que tu as l'objectif, après tu as les moyens de mise en œuvre, ou soit les stratégies de mise en œuvre, tu as les ressources dont toi-même tu disposes et les ressources que tu dois aller rechercher. Donc quand on parle de ressources, ce n'est pas forcément de l'argent, mais ça peut être des gens. Tu sais, quelqu'un peut te faciliter l'achat de ta voiture. Donc ça veut dire que c'est des paramètres non négligeables. Ça fait partie des ressources. Tu peux rencontrer quelqu'un qui peut te faciliter comment on dit ça, l'achat de ta voiture. Ça veut dire que tu voulais acheter une voiture tant, mais tu trouves un créneau, tu te dis ok, moi je peux te vendre cette voiture. Tu me fais un versement de 150 000 francs tous les mois. Tu vois, c'est une opportunité. C'est-à-dire, c'est comme tu as décidé de planifier et tu planifies, tu te rends compte qu'un concessionnaire se retrouve sur ton chemin. Tu vois, un événement ou des catégories de personnes ou d'individus qui rentrent sur ton chemin. C'est pourquoi je parlais de la gratitude. Ça veut dire qu'en fin d'année, tu dois rendre grâce et être reconnaissant en disant, des personnes de bonne volonté sont rentrées sur mon chemin. Peut-être tu parles de ta voiture à un ami qui te dit, ah tiens, mais écoute, il y a un tuyau là. Il y a une opportunité comme ça qui te permet de pouvoir obtenir. Alors que tu ne savais pas. Donc, le fait d'avoir partagé, d'être précis, la personne aussi pourra, si elle est une aide de destinée pour toi, te dit, attends, mais tu sais, c'est mieux que tu achètes plutôt une voiture de 2021 parce que le dédouanement te revient presque à zéro franc, etc., etc. Donc, et ça t'allège. Donc, quand tu finis ça, tu vois les moyens dont tu as besoin, les moyens dont tu disposes actuellement et les moyens que tu dois aller chercher pour pouvoir. Ça veut dire que tu dois savoir exactement tout ce que cela coûte. Et c'est ça qui te permet de te projeter. Est-ce que dans 6 mois exactement, je peux vraiment le faire? Tu vois, non? Maintenant, si tu te rends compte que par rapport à ce que tu gagnes en termes de salaire ou par rapport à ce qui entre en termes d'entrée de ton entreprise ou des entrées, cela ne peut pas tenir sur 6 mois. Ça veut dire que tu te projettes peut-être sur 8 mois. Ça veut dire que tu recalibres ton objectif. Donc, mais c'est toujours bien de projeter d'abord et ensuite de faire ce travail ou cet exercice de dire, voilà, je veux faire ci. Tu dissèques les choses en disant, voilà ce dont il me faut, en comptant que peut-être... une situation anormale. C'est-à-dire que tu fais une sorte de simulation avant d'être sûr que, ok, d'accord. Avec les coûts de la vie, avec les situations, les hauts et les bas, etc., je pourrais en 8 mois ou 9 mois. Donc tu te dis maintenant de façon plus objective, en 9 mois, c'est-à-dire que de janvier à septembre, donc au 30 septembre, si Dieu nous prête vie, je dois être dans ma voiture. Parce que j'ai fait des calculs, etc., etc. Donc, après cela, il faut faire maintenant un plan d'action. Donc quand on parle de plan d'action, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ce n'est pas un jargon qui va embrouiller les gens. C'est-à-dire que quand tu finis de planifier les objectifs là, et tu finis de faire l'exercice qu'on vient de faire, tu vas retenir, tu te rendras compte qu'il y a des objectifs qui sont superflus. Qui dit, bon, ça là c'est l'émotion qui t'a fait faire. C'est-à-dire que peut-être tu avais mis 50 objectifs, tu te dis, mais attends, 50 objectifs en une année. Non. Bon, d'accord. Allez, tu te rends compte que ça là, ça rentre dans ça. Ça rentre. Donc à la fin, tu as 15 objectifs par exemple. Et ces 15 objectifs-là, tu as eu le temps de faire des simulations sur tous ces objectifs-là. Donc, maintenant, tu as les 15. Mais les 15 que tu as, tu ne peux pas les laisser en désordre, en fait. Tu dois pouvoir savoir quel objectif vient en premier, qui vient en deuxième position, qui vient en troisième, jusqu'à la 15e position. Super. Donc, ça veut dire que après, vous devez créer un plan d'action et prioriser maintenant les objectifs. Donc, est-ce que me marier vient avant
m'acheter une voiture. Ok. Est-ce que m'acheter une voiture vient avant acheter un terrain? C'est-à-dire que tu dois avoir des priorités. C'est ça seul, justement, qui te permettra de savoir, ah, attention, je suis en train de quitter le chemin. Il faut que je revienne rapidement. Donc, au fur et à mesure. Donc, ensuite, quand vous finissez de prioriser, vous devez créer une sorte d'un petit plan de suivi. C'est-à-dire que vous devez avoir ça. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais vous pouvez l'écrire et le coller quelque part dans votre chambre. Ok. Quand vous levez, vous voyez ça. Que cela soit porté de vue. On Ok. va aller encore peut-être plus loin dans le plan d'action en disant, normalement, toutes nos journées doivent être planifiées. Ok. A priori, c'est un exercice vraiment fastidieux parce que quand tu te lèves le matin, non, c'est plutôt de la soirée. Justement, tu vois, c'est le passé Et le présent. Donc, la veille, ça veut dire que tu prends le temps de dire, tu seras en train en même temps de faire l'évaluation de ta journée. J'ai prévu faire tant. J'ai pu faire tant. Je n'ai pas pu faire ci. Qu'est-ce qui m'a empêché de faire ci? Qu'est-ce qui m'a aidé à pouvoir faire ça? Maintenant, ok, ce que je n'ai pas pu faire la veille, est-ce que je reprojette ça dans le jour à venir? Donc, c'est comme ça également qu'on fait vous faites votre plan d'action et vous replanifiez au fur et à mesure. Ok, j'avais quelques objectifs de l'année passée que je n'ai pas pu atteindre. Est-ce que tu trouves assez intéressant de les reprendre? Donc, tu les reprends, ça veut dire que parmi les 15 là, il doit y avoir peut-être 3, 4, 5 objectifs passés. Et tu ajoutes maintenant 2 nouveaux objectifs, mais tu as le temps de disséquer, d'être sûr que tout est clair. Donc, après cela, il faut maintenant créer un mécanisme. Il faut avoir, disons, une sorte de petit tableau sur lequel tu le mets. Tu dois avoir ça devant tes yeux, en fait. Tu ne peux pas les oublier parce que ça doit être le réflexe que tu as tous les jours. Quelque chose doit te rappeler que, attention, tu t'es fixé un objectif. Attention, tu as dit que tu veux faire ci. Attention, tu as dit que tu veux faire ça. Donc, si tu ne mets pas ça devant toi, tu risques de pouvoir oublier, en fait. C'est-à-dire, tu risques de pouvoir rentrer dans l'émotion et faire d'autres choses avant de te rendre compte que, mais attends, mais je m'étais fixé des objectifs. Où sont-ils? Donc, c'est que tu dois l'avoir forcément, l'imprimer. C'est juste une liste, l'imprimer en forme de tableau, etc., et donc peut-être avec des mois. Et tu vois, au fur et à mesure, maintenant, chaque mois, tu fais une sorte de suivi. Et ça te permet maintenant de réajuster, en fait. Super. Donc, on fait la fixation des objectifs. On essaie de les évaluer par rapport à leur faisabilité. On est sûr. Après, on les priorise par ordre d'importance. Ok. Donc, ça veut dire que du plus important au moins important. Cela fera que peut-être même si tu n'atteins pas les 3 derniers objectifs, puisqu'ils sont assez moins importants et qu'ils ne sont pas déterminants dans la satisfaction de l'année, tu peux ne pas te dire, tu peux dire que tu as fait les 100%, les 12 objectifs que tu as atteints, ça fait les 100%, parce que les 3 autres, bon, c'est des choses superflues, c'est la cerise que tu mets sur le gâteau, alors que le plus important, c'est de faire le gâteau. Donc, la cerise, qu'elle soit là ou pas, bon, d'accord, mais on a le gâteau quand même. Donc, après cela, vous faites un suivi et un ajustement, en fait. Donc, ça vous permet de dire, au fur et à mesure, l'ajustement, c'est peut-être tu as fait le premier trimestre. Ah, tu as dit que tu dois rassembler 2 millions, 3 millions. Tu viens de faire 3 mois. Tu n'as pas encore rassemblé 100 000. Ça doit t'inquiéter. Parce que tu t'es donné comme deadline septembre. Tu as besoin de 3 millions avec le dédonnement et tous les frais, etc. 3 millions. Donc ça veut dire que, et tu t'es dit pour le faire, peut-être je dois cotiser systématiquement, je dois peut-être ouvrir un compte dans une microfinance, à part à la banque, etc. Bon, tu t'es dit, tu as fait toutes les simulations pour savoir exactement comment faire entrer de l'argent, etc. Donc, voilà. Ben, quand tu fais les premiers 3 mois, et tu te rends compte que peut-être tu n'es pas encore à 10%, c'est là-bas qu'il faut faire le réajustement. En fait. Ça veut dire que tu dois encore recalibrer. Ah, attention. Bon, d'accord. Parce que ça devient compliqué autant. Je pense que plutôt, si je n'achète pas une Toyota Drogba, peut-être il y a une BMW. En fait, mon objectif, c'est d'acheter une voiture. C'est vrai qu'a priori, je me suis dit, je vais acheter tel genre de voiture. Mais par rapport aux besoins, je pense que je vais plutôt m'offrir peut-être une BMW en tenant compte de tous les paramètres. Tu vois, la BMW, on peut la trouver peut-être moins cher. Ça veut dire que si elle revient à 2 millions, ça veut dire que tu fais d'abord une sorte d'économie entre guillemets de 1 million déjà. Ça veut dire que ton objectif n'est plus de 3 millions, mais peut-être 2 millions ou 1 million 800. Donc, maintenant, tu as encore 6 mois. Tu te dis, ok, 1 million 800, si j'arrive à gérer 300 000,
ça veut dire que j'ai les 1,8 million et j'ai ma voiture. Parce que l'objectif, le grand, c'est la voiture. Finalité, c'est la voiture. Mais j'ai donné des détails. Hein. Oui, mais au fur et à mesure, tu peux réajuster. Et quand tu réajustes, ça te permet de garder, au-delà des obstacles qui sont devant toi, de garder une attitude positive. Parce qu'elle est très importante. Parce que tant que tu abdiques ou tu rentres dans la lignée ou dans la classe des abdicrates, ça veut dire que tu as des problèmes. Super. Parce que tu te dis dans 9 mois, c'est comme tu te dis, tu as déjà fait 3 mois, tu n'as pas encore épargné 100 000. Normalement, ça doit en même temps t'effrayer, mais ça doit être le moteur pour dire, je dois inverser la tendance. Donc, si tu gardes une attitude positive, tu prends ça positivement en disant, ah non, mais écoute, je n'ai pas décollé, il faut que je décolle. Ça devient un défi à relever. Ça devient un défi et non voir ça déjà comme si un échec ou c'est fini. Non. Voilà. Donc c'est un peu comme ça seulement qu'on peut y arriver. Qu'on peut y arriver de façon pratique. Je pense, hein, monsieur Sissi, qu'on a vraiment fait le tour des points essentiels pour pouvoir peut-être réussir son année, préparer son année, définir ou planifier de très ses objectifs afin de pouvoir les atteindre. Et je pense que les téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là ont pu, j'espère, saisir le plus important pour que nous puissions plus finir cette année sans pour autant avoir de très bons résultats. Alors, je pense également, vous voulez rapidement oui, très rapidement dire, voilà, par rapport à moi, mes convictions, écoute, bon, elles sont personnelles, mais je pense que c'est l'occasion de les partager. Il y a une chose, c'est bon de planifier. Comme on le dit souvent de façon très basique, de façon très simple, l'homme propose et Dieu dispose. Oui. Mais moi je dis, le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais c'est l'Éternel qui décide de quel projet va réussir. Donc ça veut dire que au fur et à mesure, en se projetant, il faut toujours comprendre qu'il y a des pesanteurs qui peuvent arriver, mais de rester focalisé. Et c'est seulement comme ça qu'on peut sortir gagnant. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, vous sortez gagnant parce que vous gardez la vie toujours du bon côté. Alors, l'autre question que j'aimerais poser, c'est que quand nous parlons de la réussite de sa planification à la fin de l'année, où l'on arrive à pouvoir se dire que j'ai réussi, il faut impérativement un certain nombre de valeurs qui devraient peut-être suivre ces objectifs, le quotidien, peut-être comment se comporter, la discipline, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut également parler? Est-ce qu'il y a un certain nombre de valeurs qui doivent suivre nécessairement cette planification pour la mener au succès? Absolument. La première des valeurs, c'est de croire en ses projets. Ok. Parce que comme on le dit, quand tu lis Hébreux 11, verset 1, il est écrit la foi et l'affirmation des choses que l'on espère. Et là, c'est pour les chrétiens. Il faut le préciser. Hein. Maintenant, au-delà, je pense que même pour toutes les autres obédiences, la foi, vous croyez en ça et vous vous projetez comme dans un rêve. On dit la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on ne voit pas, mais tu te projettes. C'est une conviction qu'on a. C'est une conviction que tu as. Et ensuite, il faut maintenant ce qu'on appelle de la rigueur. D'accord. D'abord, parce que cet exercice dont on parle, écoutez, quand vous le commencez, si vous ne savez pas faire, vous allez abandonner. Ça veut dire que vous devez avoir de la rigueur et en même temps de la discipline. Au-delà, vous devez adopter des valeurs. Est-ce que d'abord, il y a une nuance, rigueur et discipline? Oui. Dites-nous davantage. La rigueur, c'est c'est-à-dire l'exercice même, vous devez être vraiment rigoureux. C'est-à-dire que vous devez être méticuleux, de sorte à ne rien oublier en fait. Donc vous êtes rigoureux. Maintenant, la discipline, c'est de pouvoir la mettre en pratique. Donc, s'appliquer, l'application même. Si vous avez la rigueur, vous décidez de faire mal à votre corps, vous réveillez tous les jours à 4 h du matin. Ça, c'est la rigueur. C'est-à-dire que vous êtes dit que pour réussir, vous devez faire ça. Mais c'est la discipline qui vient concrétiser si vous êtes rigoureux ou pas. Donc la discipline, c'est vraiment te lever tous les matins à 4 h. Donc, et aller à l'action. Justement, aller à l'action. Donc ce n'est pas évident. Donc tu peux planifier et ne pas le faire. Donc c'est la discipline qui te permet, c'est la rigueur qui permet de planifier. Mais la discipline te permet de mettre en application. Donc à part cela, il faut avoir l'ouverture d'esprit. D'autres choses, il faut être très éveillé pour saisir les opportunités. Parce qu'une chose est assez importante, tu vois, comme je disais, peut-être tu étais en train de causer avec un ami qui est peut-être un confident pour toi, et tu lui dis, tu sais, je rêve vraiment de faire ça. Il te dit, mais tiens, il y a une nouvelle information que j'ai écoutée ici. Toi, tu ne peux pas dormir, tu dois aller chercher. Tu dis,
quelle information tu as eue? Est-ce que tu peux me donner des détails? Et tu vas à la source pour chercher. Tu te rends compte que, ah tiens, ça me permettra d'atteindre plus tôt même que prévu. Comment on dit ça? Mon objectif. Imagine si toi-même tu devais rassembler 3 millions. Mais tu te rends compte qu'il y a un concessionnaire qui fait maintenant des facilités où on te prend 150 000 fois tous les mois. Ça veut dire qu'en un mois, tu as déjà ta voiture. Ça veut dire que tu n'es plus efficace, mais tu es efficient. Ça veut dire que, mais tu dois pouvoir... C'est parce que tu as pu ouvrir ton esprit aux opportunités que tu as pu faire quoi? Les saisir. Donc, à part cela, l'humilité est assez importante parce que c'est la valeur des grands hommes et des grandes femmes. Aujourd'hui, on a de grands hommes et de grandes femmes dans ce pays qui sont des modèles que nous devons suivre. Mais c'est l'humilité, en fait, parce que avoir la sagesse de pouvoir écouter les autres, de pouvoir, même les gens qui sont plus petits que toi, et au-delà, même les gens qui sont plus grands que toi. Donc, quelque part, c'est... Et au-delà, maintenant, selon ton obédience, croire en ce que tu es en train de faire et confier à la nature, et la nature même s'occupera. Donc quelques valeurs qui sont importantes et qui nous permettent de toujours penser que avant de pouvoir réaliser certaines choses, vous ne pourrez jamais le faire seul en fait. Super. Donc vous avez besoin forcément de quelqu'un qui vous donnera un conseil, de quelqu'un qui vous donnera un appui technique, de quelqu'un qui est déjà passé par ce que vous voulez, c'est-à-dire le projet dans lequel vous voulez entrer, quelqu'un lui est déjà passé par là. Donc il pourra te dire exactement, ah tiens, si tu fais comme moi, tu auras telle difficulté. Je pense que par rapport aux nouveaux défis, aux enjeux qu'on a au moment précis, je te propose d'utiliser plutôt cette stratégie. Et tu vois que quand tu écoutes le conseil, ça peut forcément être ouvert au conseil. Et maintenant, au-delà, une autre valeur, c'est être discret. Discret, humble et beaucoup prier. Et je pense que c'est des valeurs aussi qui sont assez importantes. Quand je dis de prier, je ne donne pas une dénomination, quelle que soit la façon dont ton obédience, quelle que soit la façon dont toi tu crois en ton Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Mais ce qui est important, c'est que quand il dit, quand tu l'appelles et tu es convaincu, ça marche. Quelle que soit l'obédience que tu as. Voilà. Alors, au début de cette émission, nous avons également parlé de l'importance, quelque part, de l'échec, parce que c'est un moyen qui nous permet forcément, toute réussite passe déjà, ce que j'ai compris de votre intervention au début de cette émission, passerait naturellement par également aussi des moments d'échec. Alors, une chose est d'échouer, et l'autre chose, c'est d'arriver également à se relever de son échec. Et on réalise que très souvent, surtout les jeunes, on est déçus, on est confus, puisque si les objectifs à un moment donné ne sont pas atteints, on est découragé, on rebrousse chemin, on n'a plus envie de se lever. Et comment faire exactement pour se relever après peut-être n'avoir pas forcément atteint des objectifs, ou peut-être après avoir été déçu, on est brisé, on est découragé. Et comment se relever à nouveau pour affronter de nouveau ces objectifs et les atteindre? Et moi, je parlerai spécifiquement aux jeunes Togolais. J'étais en train de taquiner quelques jeunes il y a une semaine en leur disant, il y a une parole dans l'hymne national du Togo qui dit « Togo chéri, l'or de l'humanité ». Et je leur ai dit, écoutez, le Togo est l'or de l'humanité. Et nous avons la ferme conviction de cela. Mais l'or, pour être pu, passe par le feu. Donc, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce feu-là. Ce feu peut être l'échec, ce feu peut être la déception, mais l'objectif, c'est de briller. Et donc, comme nous sommes nés pour briller, quelle que soit notre obédience, notre taille, notre culture, nous ne devons jamais perdre de vue l'objectif. En comprenant que le chemin n'est pas aussi droit. Ça veut dire que, et je vais envoyer les jeunes vers un livre qui se dénomme « L'obstacle et le chemin ». Ok. Et donc, quand tu lis ce livre, j'oublie l'auteur, mais l'obstacle est le chemin. Donc, tu vas dire que l'obstacle qui est devant toi est véritablement le chemin. C'est fort, hein? C'est fort. Et je pense que peut-être une prochaine fois, on viendra avec ce livre. Je voudrais faire un clin d'œil. Justement, c'est pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir se prendre en main. Comme nous avons lancé ce que nous appelons l'Académie de l'influence. Okay. Donc, je dis un coucou de passage à l'aîné André Kanya Fanou, qui est le manager général, où il s'agit de permettre aux jeunes de découvrir leur potentiel, de l'aiguiser, de pouvoir impacter, de créer des connexions gagnantes et ensuite de rendre visible ce qu'ils font. Donc, en 5 étapes,
on arrive vraiment à planifier son année. Et c'est dans cela que vous pouvez vous projeter dans 10 ans. Je suis ici, mais dans 10 ans, écoute, c'est quand on dit Coco, moi je voudrais te voir dans 10 ans sur un plateau, je ne sais pas quoi, quelque chose de ouf, à l'international, que les gens se disent, mais écoutez, ce gars, c'est un battant, ça veut dire que, mais et que tu puisses partager après tes égards, dire, écoutez, je viens de vraiment loin. Aujourd'hui, quand nous écoutons les Magic System, ils viennent de loin. Écoutez, très loin. Quand tu reprends le clip, le premier clip, ça fait sourire. Oui. Au point où tu te demandes si c'est vraiment. Oui, donc c'est aussi pour nous dire c'est possible. Okay. Mais si ces gars-là vous disent combien, aujourd'hui on parle d'Adebayor, etc. Mais écoute, si Adebayor te raconte les blessures qu'il a eues, c'est pas de la blague. Et un joueur professionnel, quand tu es blessé, c'est énorme. C'est un travail acharné qu'il faut refaire en termes de rééducation. Je parle en connaissance de cause, je ne suis pas professionnel, mais ayant fait un institut national de jeunesse et sport, on est des spécialistes des activités sportives, etc. Donc, on travaille un peu avec les professionnels, donc on comprend que ce n'est pas évident. Et dans tout domaine, même pour une pièce de théâtre, même pour un film, écoutez, si on vous raconte les coulisses, vous allez voir que pour certains films, quand on te remonte les coulisses, mais vous riez, vous vous dites, mais attends, c'est des erreurs qu'on fait, on a oublié son texte, tu dois faire une tirade, tu l'oublies, on reprend, pour une séquence de 10 minutes, vous reprenez 300 fois. Mais nous venons et nous sommes assis devant nos écrans, et nous voyons les choses se dérouler. Et pourtant, les gens ont traversé des nuits d'insomnie, etc. Donc, c'est comme par exemple ton émission, tu l'as préparée, tu ne t'es pas levé du jour au lendemain, tu l'as préparée et tu as créé la rigueur et la discipline, c'est-à-dire que tu es resté constant dans la préparation. Donc, ça fait que ça te semble devenir une routine, mais c'est parce que tu t'es fait mal en te disciplinant et en créant de la rigueur. Donc, c'est de cette même manière-là qu'on arrivera à atteindre le fait. Maintenant, l'échec, comme j'ai dit, l'obstacle et le chemin, l'échec est un processus pour aller de l'avant. C'est comme ça qu'on doit prendre ça. Pas autre. C'est-à-dire que si on prend ça comme ça, c'est dans tous les domaines. Si je n'ai pas pu faire ci, je reviens derrière et je recalibre. Je me fais une sorte d'autocritique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, on adopte la stratégie de l'ABC. Donc, je vais te dire ce que ça veut dire. Le ABC, c'est d'abord on dit stop A, stop B et stop C. Donc, stop accusing, stop blaming, ok? Et maintenant, le C, c'est, comment on dit ça? Stopper de, comment on dit ça? De condamner, en fait. Ok. Donc, ça veut dire que les jeunes, nous devons arriver à ça. Nous, arrêter d'accuser les gens. Arrêter de blâmer les gens. Et arrêter de condamner, de penser que si ça ne marche pas, c'est parce que c'est A, B, C. Si on arrive à atteindre ça, quel que soit ce qu'il se passe, on reste ferme et on se comporte comme des aigles. Parce que l'aigle, c'est quand ça devient compliqué qu'il prend ses airs et il traverse les vents, les ouragans, etc. Donc, c'est comme ça, dans cette attitude-là. Malheureusement, ce sont des choses qu'on doit apprendre aux jeunes depuis le bas âge. Et dans aucun curricula académique ou scolaire, il n'y a rien de tout ça. Et je pense que ton émission est une émission qui doit être valorisée. Et qu'on voit peut-être dans quels paramètres on pourra peut-être que le plateau se déplace vers peut-être les populations. Exactement. Et ça sera encore peut-être plus impactant. Et je reste convaincu que les responsables de la télé pourront peut-être accepter cette proposition ou l'émission pourra probablement se déplacer vers pour qu'il y ait encore plus d'impact parce que nous avons besoin vraiment de ça. Et je salue aussi justement ton initiative avec un groupe de jeunes par rapport aux jeunes visionnaires. C'est toujours dans ce sens-là parce que ça permet de créer le déclic, que les gens comprennent que c'est possible qu'on le fasse. Si on parle aujourd'hui de Samuel Eto'o, on parle de Barack Obama, on parle de ci, on parle de ça. Tu as vu, Yali, c'était au temps du président Obama, il est parti, mais le programme est resté et le programme devient de plus en plus fort. Et on peut créer ce genre de programme ici en Afrique. Je pense que Jeunes Visionnaires, c'est ce que vous avez commencé déjà à faire. La cavité de l'influence, c'est ce que nous avons commencé déjà à faire. Et nous devons maintenant nous serrer les coudes parce que ce sont des initiatives, comme on le dit,
un seul balai ne permettra pas une seule brindille en fait ne permettra pas de balayer, mais c'est des brindilles et des brindilles. Et comme on le dit souvent, c'est du choc des idées que la lumière forcément. Donc nous devons mutualiser nos efforts en ne nous regardant pas comme des adversaires, mais en nous regardant comme des co-constructeurs de la nouvelle vision que nous voulons. Alors, Monsieur Sissi, je crois que nous sommes en train donc d'aller à la fin de cette émission. Je pense qu'on a passé un moment incroyable, un moment assez fou, assez riche. Et les téléspectateurs également ont appris beaucoup de ce temps que nous avons partagé ensemble. Quel serait peut-être tes derniers mots? Nous sommes à la fin de cette année. Pour la jeunesse, beaucoup plus. Peut-être des aspects qu'on n'a pas forcément touchés et qui sont très importants en quelques minutes pour boucler cette émission. Avant qu'on se retrouve peut-être en 2024 et continuer cette aventure. Je pourrais dire d'ores et déjà à nous tous jeunes d'arrêter, peut-être je vais choquer en disant, d'arrêter de nous souhaiter des vœux. Les meilleurs vœux que nous devons nous souhaiter, c'est le travail. Et tu vois, quand tu prends la devise du Togo, c'est le travail, liberté et patrie. Et la patrie. Donc ça veut dire que c'est trois principes sur lesquels, normalement, on ne doit pas digresser en fait. C'est le travail. Le travail, la liberté et pour la patrie, pour l'émergence de cette nation. Et que tous les jeunes se mettent à travailler, planifient leur année de façon rigoureuse et disciplinée. Même si à la fin de l'année, tu n'atteins pas tous les objectifs, tu auras eu le mérite d'avoir... Ça te permet même de savoir exactement où tu es, tu en es. Mais quand tu es dans le vide, comment tu peux savoir si, a priori, tu ne peux même pas évaluer? Donc, j'encourage tous les jeunes, je fais partie des jeunes, je nous encourage à travailler, à rentrer dans la vision globale de la nation et de comprendre que nous sommes nés pour briller et notre lumière ne peut qu'éclairer le Togo. Et en éclairant le Togo, nous éclairons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique tout entière, le monde entier. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et filles du Togo. Et donc, nous n'avons pas le droit de ne pas réussir. Aujourd'hui, l'État met tous les moyens, tant bien que mal, pour pouvoir nous permettre de pouvoir avoir de l'émulation. Je pense que nous devons rentrer dans cette dynamique-là et ressortir le potentiel que nous avons pour que cette nation soit émergente. Merci. Merci à vous d'être donc passé sur ce plateau, monsieur. Ici, ça a été un grand plaisir pour nous, un très grand plaisir pour nous. Et nous espérons vous retrouver également dans la nouvelle année pour que nous puissions continuer par inspirer cette jeunesse battante, cette jeunesse qui est pleine d'espoir et qui est donc la relève du demain. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette merveilleuse émission. Nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine, même heure, sur New World Economy pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt. Au revoir.